Bonjour à tous. Donc, merci d'assister à cette conférence. Donc, comme Michael l'a dit, je suis Claudie Bosc et j'ai effectué cette thèse donc, oui, au Centre de recherche en cancérologie de Toulouse. Et l'association Prolifique m'a soutenue en me décernant le prix Graines de chercheur. Et cela a permis en fait de pouvoir avancer dans mes recherches. J'ai pu acheter des anticorps qui m'ont permis de valider certaines de mes hypothèses que je vais vous présenter par la suite. Donc, d'abord, je tiens à remercier l'association d'avoir soutenu mon travail. Et je vais vous expliquer en quoi consiste mon travail de thèse, qui porte du coup sur l'étude de la leucémie. Donc, tout d'abord, il faut répondre à la question « Qu'est-ce que la leucémie ?» Donc, en réalité, le terme de leucémie regroupe un ensemble très divers de maladies qui ont néanmoins toutes un point commun, avec un groupe particulier de cellules que sont les globules blancs et qui deviennent immortels, qui se multiplient très vite hors du cycle de vie normal d'une cellule, et on dit dans ce cas qu'ils deviennent cancéreux. Donc, on différencie deux catégories de leucémie en fonction des symptômes. Donc, certaines leucémies induisent des symptômes rapides qui nécessitent alors des traitements urgents. Ce sont des leucémies dites aiguës. Et d'autres peuvent être sans symptômes pendant des années et n'évoluer que très lentement. Ce sont des leucémies dites chroniques. Donc, dans un premier temps, regardons ensemble comment sont formés ces globules blancs cancéreux qui causent les différentes formes de leucémie. Donc, la fabrique des principales cellules sanguines est située dans la moelle osseuse. Ce sont des cellules souches présentes dans cette moelle osseuse qui vont donner naissance à des globules immatures. Et ces globules immatures vont alors se spécialiser pour devenir les différentes cellules constituant notre sang, que sont les plaquettes, les globules rouges et les globules blancs. Donc, cette spécialisation, on l'appelle la différenciation cellulaire. Donc, il existe différentes catégories de globules blancs que l'on appelle myéloïdes ou lymphoïdes. Et au cours de mon travail de thèse, je me suis particulièrement intéressée aux globules blancs de type myéloïde et donc à un type particulier de leucémie que l'on nomme la leucémie aiguë myéloïde. Donc, dans cette pathologie, les globules blancs cancéreux vont se multiplier très vite et prendre toute la place dans la moelle osseuse, ce qui va empêcher la fabrication des globules rouges, des plaquettes et des globules blancs sains nécessaires au bon fonctionnement du corps. Donc, la particularité de cette pathologie est d'être une pathologie qui est très hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a une grande variation en fonction des patients et du type d'anomalie génétique que possède la cellule cancéreuse. Pardon, est-ce que vous voyez toujours mon diaporama? Oui. Ok. Très bien. Pardon. Donc voilà, je ne sais plus. Ah oui. Donc sinon, concernant les chiffres, cette pathologie survient la majorité du temps après 65 ans et est à l'origine d'environ 3000 nouveaux cas par an chaque année, 3000 nouveaux cas chaque année en France. Donc maintenant, nous allons aborder les traitements existants. Donc le traitement de référence est divisé en deux étapes successives, que sont le traitement d'induction, qui détruit en fait le plus de cellules cancéreuses possible, car le but est de retrouver une quantité normale de globules sains. Ce traitement fait, par la suite, on va faire un traitement de consolidation qui sert ensuite à empêcher la leucémie de revenir. Donc, ces traitements utilisent une chimiothérapie standard avec la molécule cytarabine, que l'on abrège par Ara-C, ainsi que d'autres molécules comme l'idarubicine. Donc, cette chimiothérapie Ara-C est, avec l'idarubicine, le traitement conventionnel depuis les années 70-80, comme vous pouvez le voir sur cette frise. Et donc, pendant près de 40 ans, le traitement des leucémies aiguës myéloïdes est resté inchangé.
Mais les avancées de la recherche ont récemment permis de découvrir de nouvelles thérapies ciblées. Vous pouvez en voir un certain nombre ici, mais attention car ces traitements ne sont pas forcément encore tous disponibles de façon courante en France. Donc, la majorité des patients répondent bien au traitement standard, mais malheureusement, certains patients peuvent rechuter. Il peut y avoir une récidive de la maladie. C'est-à-dire que certaines cellules leucémiques parviennent à se dissimuler pendant le traitement, puis se réveiller plus tard et se multiplier pour reformer la maladie. Donc, l'origine de ces rechutes est en fait la résistance thérapeutique, donc la résistance au traitement. Donc, c'est ce qui a motivé mon travail de thèse, c'est précisément l'étude des mécanismes de résistance qui causent la rechute des patients atteints de leucémie aiguë myéloïde qui m'a motivée à faire cette thèse. Donc, les objectifs de cette étude ont bien sûr été, premièrement, de comprendre les mécanismes biologiques mis en cause et, dans un deuxième temps, développer de nouvelles stratégies thérapeutiques permettant de limiter les rechutes. Donc, pour atteindre ces objectifs, on a développé au sein de notre laboratoire un modèle permettant de reproduire la maladie du patient à l'échelle d'une petite souris. C'est ce que l'on appelle un PDX, pour xénogreffe dérivée de la tumeur de patient. Donc, pour reproduire cette pathologie dans une souris, on récupère les cellules leucémiques provenant de la moelle osseuse ou du sang des patients que l'on greffe dans des souris. Et on reconstitue de ce fait une copie de la maladie du patient à l'échelle de la souris. Donc, ce modèle permet de reproduire les caractéristiques exactes de chaque patient à une échelle réduite et permet de mimer l'évolution de la maladie et la réponse au traitement dans un modèle de laboratoire qui en fait est vivant. Une chose très importante dans ce modèle, c'est que la réponse au traitement dans la souris est similaire à la réponse du patient dans la vraie vie, ce qui renforce et rend ce modèle robuste pour étudier la maladie et faire des tests de nouvelles thérapies. Donc, grâce à ces PDX, nous avons dans un premier temps étudié l'évolution de la maladie de plusieurs patients après un traitement à la chimiothérapie standard dont je vous ai parlé, donc l'Aracé. Donc, après la chimiothérapie, des cellules cancéreuses persistent dans la moelle osseuse des souris. C'est ce qui forme ce que l'on appelle la maladie résiduelle. Et dans un temps variable, en fonction des... Tu peux t'interrompre ou tu préfères que j'attende la fin? Comme tu veux. Moi, comme toi. Je peux t'interrompre maintenant? Oui, si tu veux. Là, tu nous représentes un patient. Oui. Et en fait, est-ce que c'est de la même façon que ça se passe ou est-ce que ça dépend des patients? Ça dépend des patients. C'est pour ça que je n'ai pas mis l'échelle ici. Parce qu'en fait, il y a des patients qui vont répondre bien au traitement, donc il va y avoir une faible maladie résiduelle, d'autres, la maladie résiduelle va être plus importante, d'autres vont rejeter plus ou moins vite. Mais en tout cas, dans nos modèles de souris, nous ne réussissons pas à éradiquer complètement la maladie lorsque l'on traite avec la chimiothérapie standard. D'accord, merci. Donc, voilà, donc dans un temps variable, en fonction des patients, ces cellules qui persistent, donc ces cellules résiduelles, vont entraîner une rechute de la maladie. Donc, nous avons, pour étudier ces cellules, cette maladie résiduelle, nous avons isolé ces cellules leucémiques résistantes à l'Aracé et on s'est rendu compte qu'elles avaient toutes une caractéristique commune. Ces cellules résistantes utilisent beaucoup leur mitochondrie. Et vous me direz, qu'est-ce que la mitochondrie? Donc, en fait, c'est un petit organite présent à l'intérieur des cellules qui a plusieurs fonctions très importantes. Et la fonction majeure de ces mitochondries est de fournir de l'énergie au reste de la cellule. En fait, c'est véritablement
comme l'a dit Michael, la centrale énergétique de la cellule. Donc, la mitochondrie crée cette énergie en consommant de l'oxygène et en rejetant du CO2, du gaz carbonique. C'est ce que l'on appelle la respiration cellulaire. Donc, notre besoin en oxygène par notre respiration vient principalement de cette petite mitochondrie qui est présente à l'intérieur de nos cellules. Donc, au début de mon travail de thèse, mon équipe et moi-même avons montré que les cellules leucémiques résistantes à la chimiothérapie fabriquent beaucoup d'énergie par l'intermédiaire de leurs mitochondries. Et j'ai montré que ces cellules leucémiques résistantes à la chimiothérapie se servent d'une protéine particulière, la protéine BCL2, pour aider les mitochondries à respirer et permettre aux cellules leucémiques de survivre. Or, fait très intéressant, c'est qu'un des traitements, des nouvelles thérapies dans le traitement des leucémies dyméloïdes bloque cette protéine BCL2. Donc, ce traitement, c'est le venetoclax. C'est pourquoi j'ai utilisé cet inhibiteur de BCL2, donc ce bloqueur de la protéine BCL2, en association avec la chimiothérapie, dans le but de diminuer la production d'énergie par la mitochondrie et d'entraîner la mort des cellules leucémiques. Donc, si on reprend toujours dans notre modèle PDX, donc notre modèle qui mime la maladie dans une petite souris, on peut voir que j'ai représenté ici les cellules qui rechutent et qui sont très dépendantes de cette protéine BCL2. J'ai ensuite utilisé, du coup, en association avec la chimiothérapie, le bloqueur de BCL2 dans le but de tuer ces cellules leucémiques résistantes à la chimiothérapie et de réduire l'évolution de la maladie. Donc, avec cette combinaison de traitements, j'ai grandement diminué l'évolution de la maladie. Mais malheureusement, j'ai de nouveau observé une rechute de cette pathologie dans les modèles PDX. Car bien qu'elle soit très faible, j'ai toujours observé une maladie résiduelle présente dans la moelle osseuse des souris après le traitement combiné Aracé plus venetoclax. Donc, la question qui s'est présentée ensuite a été de comprendre quelle pouvait être l'origine de ces rechutes. Comment pourrait-on éviter la rechute? Donc, de la même manière que pour la rechute à la chimiothérapie Aracé, mon but a été de comprendre les mécanismes impliqués dans la rechute et comprendre les caractéristiques, déterminer les caractéristiques de la maladie résiduelle. Mais le problème après ce traitement combiné, c'est que la maladie résiduelle présente dans la moelle osseuse des souris est infiniment faible. Il est donc difficile de l'analyser. Mais grâce à des technologies innovantes, que nous sommes désormais capables d'isoler et d'analyser individuellement un faible nombre de cellules qui composent une tumeur. C'est ce que l'on appelle une analyse à l'échelle de la cellule unique. Donc, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, quand on veut comprendre la maladie, il faut prendre en compte son hétérogénéité. Il faut voir que dans la moelle osseuse, il y a plusieurs types cellulaires différents, dans des proportions différentes, et il n'y a pas que des cellules leucémiques. Je vous ai représenté ces différents types cellulaires ici par une corbeille de fruits où l'on voit différents types de fruits, comme des bananes, du raisin, des pommes, des poires. Et donc, nous pouvons ensemble considérer que dans cette moelle osseuse, les cellules leucémiques sont des pommes. Donc, l'idée, c'est qu'avant et après le traitement des souris leucémiques de notre modèle PDX, on récupère toutes les cellules de la moelle osseuse des souris, donc on récupère toute cette corbeille de fruits. Et ensuite, on récupère uniquement les cellules leucémiques, donc uniquement les pommes. Donc, nous pouvons alors différencier chacune des différentes cellules, car elles ont chacune des caractéristiques propres. C'est ce que j'ai représenté ici par différents types de pommes. Et donc, dans ce type d'analyse dite en cellule unique, on va pouvoir classer
les différents types de cellules leucémiques et mettre à côté les cellules qui se ressemblent pour pouvoir ensuite les analyser. Donc, qu'est-ce que ça donne si on essaie de représenter dans un espace en 2 dimensions ces cellules uniques, ces cellules leucémiques uniques? Donc, ici, c'est une analyse qui regroupe 2 patients, donc 2 PDX différents. On obtient ce type d'image. Donc ici, on a 32 000 cellules leucémiques uniques. Elles sont représentées par des petits points, où chacune des couleurs représente un groupe de cellules uniques, de cellules similaires. Et donc, plus les points sont proches, plus les cellules sont proches et plus elles sont similaires. Et donc, grâce à cette analyse, on va pouvoir identifier les différents groupes de cellules leucémiques plus ou moins similaires entre elles. Donc, cette analyse, dans ce cas, nous a permis de nous rendre compte que la tumeur est hétérogène avec 9 groupes de cellules différentes. Donc, par conséquent, toutes ces cellules ne vont pas réagir de la même façon au traitement. Certaines vont être plus sensibles ou bien plus résistantes au traitement. Et donc, comme vous l'aurez compris, moi, mon but a été d'identifier les caractéristiques particulières aux cellules résistantes au traitement Ara-C plus venetoclax pour les cibler et éviter la rechute des souris. Alors ici, grâce à cette représentation, on peut avoir une idée de quel type de cellules sont présentes avant et après les différents traitements dans les 2 patients étudiés. Claudie, je peux te poser aussi une petite question? En Oui. fait, tu dis 2 patients, mais là, c'est un patient qui est représenté et tu l'as fait sur 2 patients différents? Ou est-ce que c'est un mélange des 2? C'est un mélange des 2. En fait, bon, ce n'est pas très net, mais les couleurs se superposent. Je n'avais pas de meilleure qualité voilà, là. Mais en fait, là, c'est une analyse mélangée des 2 patients. Parce qu'en fait, c'est plus robuste pour l'analyse d'avoir plus de cellules. Parce que, par exemple, il y a environ 15 000 cellules pour chacun des patients. Et donc, d'avoir plus de cellules mélangées pour l'analyse, ça permet d'être plus robuste. Et là, tu compares les différents traitements? Oui. Donc, en fait, on peut voir, par exemple, ici, donc en fait, on ne va pas s'intéresser à tous les traitements, mais on va voir que, par exemple, au centre, il y a une superposition des couleurs et donc les cellules sont assez similaires. En revanche, on peut remarquer qu'il y a une grosse séparation de 3 populations de cellules qui sont différentes, ou qui portent ces numéros-là en fonction ici des groupes qui ont pu être détectés, mais peu importe le numéro. Et donc, en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que ces cellules sont très différentes des autres. Et ces cellules très différentes des autres, ces 3 groupes, dans ces cellules, on voit qu'elles appartiennent majoritairement au groupe traité par la combinaison thérapeutique Ara-C plus venetoclax. Car vous pouvez voir ici que dans ces 2 groupes, il y a majoritairement des points oranges qui correspondent aux cellules traitées par la combinaison thérapeutique dans le premier patient, et ici qu'il y a majoritairement des cellules rouges qui correspondent aux cellules traitées, donc persistantes, après le traitement Ara-C plus venetoclax dans le 2e patient. Donc, en tout cas, l'idée, c'est d'identifier ces populations qui sont vraiment très différentes et qui semblent être vraiment spécifiques de la maladie résiduelle à la combinaison thérapeutique. Et donc, maintenant qu'on a identifié ces groupes de cellules, j'ai voulu regarder quelles caractéristiques composent ces différents groupes de cellules. Donc, j'ai d'abord regardé les caractéristiques des cellules du groupe numéro 7, du groupe numéro 8 et du groupe numéro 9. Et ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est de regarder les caractéristiques communes à ces 3 groupes pour pouvoir ensuite trouver un moyen de les cibler, de les éradiquer tout en même temps. Donc, ce qui est fascinant, c'est que j'ai de nouveau trouvé que la mitochondrie est au centre de la résistance thérapeutique. Mais cette fois, ce n'est plus la protéine BCL2 qui est au centre de cette résistance, mais c'est la machinerie lui permettant de former l'énergie, et cette machinerie que l'on appelle la chaîne respiratoire qui est en cause.
Donc, pour que vous puissiez suivre l'évolution des découvertes que j'ai faites durant ma thèse, j'ai replacé dans le schéma ici, représentant l'évolution de la maladie en fonction des traitements que j'ai étudiés, la maladie résiduelle après la combinaison thérapeutique Aracé plus Venetoclax, donc qui est donc dépendante de la machinerie mitochondriale qui est appelée la chaîne respiratoire. Donc, vous me direz, c'est bien joli ces découvertes, mais on n'a toujours pas réussi à éviter la rechute des PDX avec cette combinaison thérapeutique. Eh bien, effectivement, donc maintenant que l'on a compris pourquoi les patients rechutent avec cette combinaison, l'idée a ensuite été de bloquer cette chaîne respiratoire et donc la respiration cellulaire pour éviter la rechute. Donc pour cela, j'ai utilisé 2 médicaments qui s'appellent donc l'Ajax et ONC 212. Et donc, si on reprend l'évolution de la pathologie, l'idée a été d'ajouter ce traitement, donc ce blocage de la chaîne respiratoire, un traitement de consolidation après la combinaison thérapeutique Venetoclax plus Aracé. Donc, l'utilisation de ces 2 molécules pourrait permettre de maintenir à un bas niveau la maladie résiduelle et ainsi éviter la rechute. Alors, j'ai pu tester cette hypothèse avec 2 modèles différents de PDX, donc 2 patients différents greffés dans la souris. Donc, au départ, j'ai traité toutes les souris avec un traitement dit d'induction, donc la combinaison thérapeutique Aracé plus Venetoclax pour les 2 patients et donc pour toutes les souris. Et donc, on peut voir que l'utilisation de cette combinaison thérapeutique diminue fortement l'évolution de la maladie. Ensuite, je suis passée à un traitement de consolidation. Et donc, dans un des 2 groupes, donc le groupe ici en rouge, j'ai traité les souris avec un bloqueur de la chaîne respiratoire, donc avec l'Ajax. Alors que dans le groupe que vous pouvez voir ici en bleu, j'ai injecté un médicament placebo aux souris et cela m'a permis de soumettre le même stress à ces souris contrôle qu'aux souris traitées. Donc, j'ai effectué périodiquement des prélèvements aux souris pour constater l'évolution de la maladie dans chacun des 2 groupes. Et donc, de façon spectaculaire, j'ai observé que lorsque l'on bloque cette chaîne respiratoire avec l'Ajax en traitement de consolidation, j'évite la rechute de la maladie dans les souris. Regardez ici en rouge, on voit que la maladie n'évolue plus lorsque l'on consolide avec l'inhibiteur de la chaîne respiratoire, et ce, dans les 2 patients. Donc, j'ai pu ainsi confirmer que bloquer la chaîne respiratoire semble retarder, si ce n'est empêcher la rechute de la maladie. Et donc, pour conclure, mon travail de thèse a permis une belle avancée dans la compréhension de la biologie des cellules leucémiques. Et grâce à l'utilisation d'une technologie innovante, l'analyse en cellules uniques, j'ai découvert une dépendance des cellules leucémiques à l'usine énergétique de la cellule, la mitochondrie, et plus particulièrement une dépendance à la chaîne respiratoire. J'ai ensuite montré que bloquer la chaîne respiratoire de la mitochondrie en phase de consolidation permet de limiter la rechute de la maladie, et ce dans un modèle PDX, donc qui est proche de la vraie vie et qui mime la maladie d'origine du patient. Donc, cette découverte, qui reste à ce jour à l'état de recherche, apporte un peu d'espoir dans la lutte contre les cancers du sang. Donc voilà, si la recherche avance aujourd'hui, c'est grâce en grande partie au financement apporté par les associations. C'est pour ça que je voulais remercier d'abord l'association Prolifique pour son soutien apporté avec ce prix Graines de chercheurs, mais aussi à la Fondation ARC qui a financé ma 4e année de thèse. Plus largement, je remercie les donateurs de permettre tout cela.
Et ensuite, je remercie bien sûr tous les collaborateurs avec qui j'ai travaillé sur ces projets et sur d'autres projets. Et bien sûr, mon équipe au sein du Centre de recherche en cancérologie de Toulouse et surtout mon directeur de thèse, Jean-Emmanuel Sartre.